Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour Sven. Et aujourd'hui c'est spécial parce que nous allons parler d'art. Parlez-moi d'art Sven. Oui. Donc Sven chaque fois va piloter une émission qui lui appartient, qui lui est propre. Il va nous dire ce qu'il a sur le cœur par rapport à un artiste de prédilection. Alors voilà. je ne sais pas si tu connais l'émission sur France 2, Mm-hmm. Dardar. Oui, de temps en temps je la vois, Voilà. oui effectivement. Voilà. Mais nous n'avons pas ces prétentions. Non, ce sera un peu plus ludique, un peu plus, Voilà. plus léger. Voilà. Alors moi je fais assistante de réalisation. Oui. Donc là pour l'instant je montre. Oula. Voilà, nous allons parler de cette personne. Je te laisse le prononcer. Voilà. Sven. Hieronymus Bosch. Bon, alors qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Ce monsieur, il est formidable. Ah. C'est un peintre du XVe siècle Bon, et qui a non seulement le même nom que moi, car moi je m'appelle Van den Bosch. Mais Van den Bosch veut dire de le bois, donc du bois en fait. d'accord. Alors que lui, il vient d'un petit village des Pays-Bas qui s'appelle Sertogenbosch. Donc c'est pas vraiment le même bois. Bien. Mais nous avons peut-être des ancêtres communs, qui sait. Et pourquoi est-ce que je veux parler de lui aujourd'hui? Car, à mon avis, c'est un des précurseurs du surréalisme. Il nous démontre dans ses peintures des oiseaux. Non, justement, c'est des poissons. C'est des poissons qui volent. Les poissons volants. Des poissons volants avec ici, ça revient souvent dans ces peintures, des feux, des maisons qui brûlent, des bâtiments qui brûlent. Cataclysme. Il faut savoir Oui, que quand il était jeune, oui. il a vu son village Brûlé. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu un traumatisme. Alors, justement, toi qui es psychologue, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il aurait pu transmettre dans ses peintures C'est-à-dire que ce traumatisme? il y a des pédopsychiatres qui font dessiner les enfants lorsqu'ils ont eu des chocs émotionnels dans la famille. Et donc, ça a des vertus cathartiques de dessiner. Et puis, ça parle, un dessin, par rapport à quelqu'un qui a eu des émotions qui l'ont ravagé. Donc, je pense que ça, effectivement, cet effet-là, c'est resté dans son histoire. Et puis, ça peut être sanctionné en même temps que ça a scandé sa démarche. Je comprends. Donc, je pense que c'est vrai. Donc, c'est voilà. vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Ça doit être très traumatisant, traumatisant quand on est tout petit de voir toute sa ville partir en fumée. Ah oui, oui, oui. Alors, je voulais parler plus précisément de ce tableau-ci, ici, qui est au Prado. Alors, attends, il faut mettre plus près. Voilà, regarde, là. Organisons-nous. Mais, Voilà. là. Vous voyez là? Ici, c'est Voilà. un triptyque. Agrandissez l'écran. C'est un triptyque. Mais on ne va pas partir dans les détails. Un triptyque ici, nous ne voyons que la partie centrale. Oui. La partie de gauche, qui n'est pas représentée ici, et la genèse du monde avec Adam et Ève, donc quelque chose qui est très très léger. Et ici, le panneau central qui est très léger également, c'est le paradis terrestre. Bien. Mais le côté droit, là c'est l'enfer. Il représente l'enfer ici. Donc là c'est très très sombre, avec de nouveau plein de petits personnages. Nous n'avons plus les... Terrifiant. C'est terrifiant. Nous n'avons plus les poissons qui volent, mais de nouveau, ici, son village qui brûle. Alors, je voulais te demander, Oui. Marie-Chantal, Oui. Vas-y, quand tu sais pas, demande-moi. juste, est-ce que tu trouves que c'est bien normal tout ce qu'il dessine? Car nous pouvons... Moi, je dis très sincèrement, que la sensibilité des artistes, qu'elle soit innée ou acquise par un choc émotionnel, de toute façon, il y a une forme de normalité dans la mesure où la norme est définie par la quantité. Et que tous les artistes, les vrais entre guillemets, ont tous eu quelque chose qui a déclenché, et très souvent, c'est pas quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidablement terrifiant. Donc, je pense que dans la perspective d'un équilibre à trouver, dans la perspective de quelqu'un qui liquide ses problèmes en dessinant, en écrivant ou en parlant sur un divan, il déverrouille son inconscient
Et ça donne ce que ça donne. Oui. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est anormal. Là, je pense que tu pars un petit peu sur le domaine de l'art-thérapie. Je voulais faire un aparté, Oui. dans le sens où il paraît qu'en ce temps-là, Ah, il y avait une maladie qui s'appelait l'ergotisme. Je ne sais pas si tu en as non, entendu parler. non, pas du tout. Et qui alors pourrait créer des formes hallucinatoires et qu'il aurait été sujet à ce type de... Il y a aussi le datura. Je ne sais pas si vous connaissez le datura. J'en ai un dans mon jardin. Ça se voit d'ailleurs. C'est une plante avec des cloches. Elles sont roses ou blanches. Et on peut être également intoxiqué par cette plante. Mais alors moi, je suis un puits d'ignorance sans fond à côté de toi. Donc là, je viens d'apprendre extraordinairement des choses. Parce que tu as un datura chez toi aussi, peut-être. Fabuleuse. Je viens d'apprendre le nom d'une plante, d'une maladie. C'est génial. Je savais que j'allais me régaler dans cette émission. Donc, écoute, infiniment merci. Moi, je vais aller regarder sur le net pour en savoir un petit peu plus. Effectivement, il peut y avoir une prégnance de cet enfant par rapport aux maladies qu'il a vues évoluer tout au long de sa croissance. Et en plus, avec le traumatisme des incendies, ça a donné ça. Et comme conclusion, est-ce qu'on doit dire que pour être un grand artiste, il faut être sous influence de drogue ou de choses. Alors moi, en venant ici, là tout à l'heure, je me disais, est-ce que je vais lui poser cette question ou pas pour démarrer pour la première? Ah bon? En fait, je voulais te dire quelle est la différence entre un vrai artiste et l'artiste du dimanche. Parce que très souvent, tu as des gens qui peignent très bien, qui s'investissent, qui font des petites expositions, etc., qui se tiennent un joli petit bouc, et qui se disent peintre du dimanche avec beaucoup d'humilité. Oui. Et puis, tu en as d'autres qui se déclarent artistes extraordinaires et qui font exactement le même travail, et je ne vois pas tellement la différence. D'accord. Tu vois? Alors déjà, à ce niveau-là, je voulais... Oh là là, nous partons dans un nouveau sujet. On peut le faire dans une autre émission. Oui, mais en tout cas, toi, la distinction que tu voulais qu'on fasse exactement par rapport à la mienne, c'est laquelle? Non, je voulais simplement savoir s'il fallait être fou pour être un grand artiste. Écoute, avec ou sans substance? Écoute, la folie, c'est vraiment un dada. C'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié sur le terrain avec des malades mentaux. Vraiment, voilà. Je sais de quoi je parle. Je n'osais pas le dire. Voilà. Donc, puisque j'étais professeur d'éducation physique spécialisée dans la maladie mentale, donc j'exerçais dans les tout premiers professeurs qui avaient bénéficié d'un cursus universitaire, donc la première promotion après les éducateurs qui étaient formés en CREPS, en centres régionaux d'éducation physique et sportive. Donc on a un peu basculé dans l'extrême des connaissances, etc., etc. Donc la folie, c'est un terme que l'on ne peut pas utiliser à l'emporte-pièce comme ça, c'est quelque chose de très précis, c'est un champ de conscience pathologique, la psychologie étant le champ de conscience dit normal, entre guillemets. La sophrologie, les techniques de sophronisation modifient les états de conscience pour qu'elles deviennent en harmonie. Et la psychopathologie, ce sont les états de conscience malades. Donc, je pense que, à ta question, est-ce qu'il faut être fou pour être un grand artiste? Je pense qu'on ne peut pas tricher avec, les experts. On ne peut pas tricher avec les grands collectionneurs. Ils font ça depuis longtemps, ils savent très bien celui qui utilise une démarche pour devenir commercial, de celui qui apporte quelque chose de nouveau à l'histoire de la peinture. Et si on apporte quelque chose de nouveau à l'histoire de la peinture, très souvent on n'y a pas réfléchi. C'est l'inconscient qui a remonté à la surface des choses totalement innovantes, que l'artiste lui-même ne sait pas, dont il n'a pas pris connaissance. Alors je dis que peut-être oui, il faut... Pour être un grand artiste, grand entre guillemets, c'est-à-dire reconnu, c'est peut-être quand la souffrance a été transposée à l'insu de celui qui l'a transposée, on découvre des champs extraordinaires. Alors, et là, je dis que c'est grandiose. Soyons tous fous. Je pense que c'est ça la conclusion. Je pense que tu avais préparé ta conclusion. Non, pas du tout. Tu connaissais ma réponse. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, en ce qui concerne, tu vas nous répéter ce nom. Alors, Hieronymus Bosch. En français, ça donne Jérôme.
Hieronymus devient Jérôme. Très bien. Alors, on vous fait un gros bisou. Et puis, la prochaine fois, on verra si je me lance, si j'ose parler d'un artiste qui me plaît. J'aimerais bien, oui. Ou si toi, tu continues dans la foulée. Et après, quand je suis décidée que j'ai confiance en moi. On ne sait pas ce qu'on va faire. J'en parle. Voilà. À bientôt. Gros bisous. À bientôt. Au revoir.